L'intervention, la communication que je vous propose s'appelle « Apprendre à lire, à écrire pour résister ». Elle s'inscrit à la fois dans l'actualité, elle s'inscrit aussi dans une perspective de réflexion sur ce que c'est que la lecture et l'écriture aujourd'hui et pourquoi c'est tellement important. Depuis des dizaines d'années, ce qu'on pourrait appeler les meurtres sous influence s'enchaînent encore et encore, gagnant chaque fois en férocité au point de nous faire parfois douter des principes essentiels de notre humanité. Et espérant calmer notre exaspération aussi, on nous promet chaque fois bien pour nous protéger du terrorisme, pour déjouer le pouvoir de séduction du radicalisme. On nous promet l'augmentation des forces de police et de gendarmerie. On améliorera nos réseaux de renseignement. On traquera de façon plus efficace des recruteurs sur Internet. Enfin, on renforcera notre effort de guerre extérieure. Mais réfléchissons un peu. Peut-on raisonnablement penser que toutes ces mesures nécessaires, elles sont nécessaires, bien sûr, nul n'en doute, nous garantiront la victoire finale? À long terme, le risque, c'est que nos armées s'épuisent à devoir couvrir trop de fronts, que la traque policière se perde dans le dédale de soutien inavoué, et enfin que de médiocres actions de déradicalisation s'obstinent à confondre analyse et complaisance, explication et excuse. Inacceptable, inacceptable, continueront de répéter à chaque attentat dans une unanimité impuissante des responsables politiques. Pas comprendre que seule la résistance intellectuelle des jeunes Français, nourrie de culture et d'histoire, pourra faire barrage à la barbarie. Des responsables politiques qui, pour la plupart, sont aujourd'hui incapables de regarder plus loin que le bout de leur mandat. Si tant de jeunes tombent si facilement dans les pièges grossiers qui leur sont tendus, c'est parce qu'ils sont vulnérables et crédules. Et s'ils le sont, c'est tout simplement parce que l'école de la République, que l'on a tant négligée, et les familles que l'on a tant bousculées, ont oublié que leur mission conjointe était de faire des enfants de ce pays des résistants intellectuels. Des résistants intellectuels capables de questionner avec rigueur et fermeté tous les textes, qu'ils soient profanes ou bien sacrés. Ont été ainsi offerts en sacrifice sur l'autel perverti du web leurs espoirs d'élévation, les espoirs d'élévation d'une partie de notre jeunesse, qui se trouve souvent incapable de distinguer l'élévation spirituelle de l'enfermement sectaire. Et c'est ainsi que des jeunes sans repères culturels ni historiques, privés de lecture critique, interdits d'écriture maîtrisée, ont vu s'imposer à leur intelligence molle la vision d'un monde définitivement clivé dans lequel les mots d'ordre sectaires disent ceux qui méritent de vivre et ceux qui doivent mourir. Si l'on veut renforcer la capacité de questionnement et d'argumentation de nos jeunes égarés, il nous faut inscrire le désir de comprendre et de se faire comprendre au cœur exact de l'apprentissage et de l'usage de l'écrit. Car ce n'est pas parce qu'on sait déchiffrer laborieusement un texte que pour autant on en dominera le sens. Ce n'est pas non plus parce qu'on est capable d'aligner sur un écran quelques bribes de mots maladroits que l'on pourra exprimer une pensée rigoureuse. Lire, c'est construire et défendre son propre sens
à partir des mots d'un autre. Cela suppose que l'on ait appris tout au long de sa vie de lecteur à équilibrer l'exercice légitime de son droit d'interprétation, parce qu'il est légitime d'interpréter, avec le respect nécessaire que l'on doit porter au texte et à son auteur. Telles sont en effet les deux exigences d'une lecture de résistance citoyenne. Et j'insiste sur ces mots, une lecture de résistance citoyenne. Ces deux exigences sont les suivantes. Négocier un juste équilibre entre les ambitions singulières de notre imagination et le respect des conventions imposées par le texte. Tout déséquilibre risque de pervertir gravement l'acte de lire et de rendre le lecteur vulnérable à toutes les manipulations. Si le respect que l'on doit à un texte se change en servilité craintive, au point que l'on s'interdit toute forme d'interprétation, on renoncera alors à exercer son juste droit d'exégèse et de critique, et on se livrera pieds et poings liés à des intermédiaires peu scrupuleux. Mais à l'opposé, si l'on fait d'un texte un tremplin commode pour une imagination débridée, on négligera les directives de l'auteur et on rendra alors ce texte orphelin de son créateur. Une lecture de résistance, c'est donc celle où l'on exerce autant de droits que de devoirs. On ne la forgera pas uniquement en s'entraînant à automatiser les mécanismes graphophonologiques, même si ils font partie de l'apprentissage de la lecture. Mais penser que cela suffit à faire un lecteur responsable est une erreur manifeste. Apprendre à lire est donc autant affaire que de codage. C'est contenir l'ivresse d'une toute-puissance interprétative qui bafouerait le pacte de transmission. Et en même temps, c'est refuser la soumission qui ferait de toute volonté de compréhension un sacrilège. De ce point de vue, parce qu'elles sont liées dans une exigence éthique, la lecture et l'écriture sont absolument indissociables. Car, comme me le disait le regretté George Steiner dans une session des entretiens, il y a quelques années de cela, il me disait, tu sais, lire, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré de l'écriture. Je reprends cette citation parce qu'elle est magnifique. Il disait, lire, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré de l'écriture. En effet, ce qui nous distingue des grands singes bonobos, c'est notre conscience d'exister de façon singulière et aussi la conscience tout aussi précise qu'une dissolution définitive de cette singularité fragile et précieuse nous est promise. C'est cet écartèlement si douloureux qui est le propre de l'homme et qui l'a conduit il y a quelques milliers d'années, 3000, 3500 ans, à la construction de l'écriture. En effet, si l'homme traça des signes sur des tablettes d'argile, ou des papyrus, ou du parchemin, ou du vélin, s'il parvint un jour à dématérialiser les signes pour mieux les matérialiser ailleurs, c'est parce que il avait décidé que sa pensée fût envoyée là où il n'était pas, pour qu'elle fût reçue alors même qu'il aurait lui-même quitté ce monde. L'homme, par le génie de l'écriture, confie à un autre qui est loin de lui
loin dans l'espace, encore plus loin dans le temps, une trace de sa propre intelligence. Il la confie, cette trace, à quelqu'un dont il ignore tout, sauf qu'il est celui à qui il adresse cet espoir, pour reprendre le mot de Steiner, désespéré que cette trace sera reçue quand lui-même ne sera plus. Tel est le défi de la lecture et de l'écriture. Tel est le sens que nous devons absolument transmettre à nos enfants. Pour tout vous dire, j'avoue ne pas être vraiment ébloui, et je m'en excuse auprès de Grégoire Borst. Je ne suis pas vraiment ébloui par les images qui, via l'IRM, nous donnent à voir un cerveau en action. Je dois dire que ce que j'appelle un peu cruellement ce voyeurisme technologique m'indispose. J'ai l'impression douloureuse de voir réduite à une trivialité iconique, certes joliment colorée, l'infinie variété des émotions singulières produites par le génie d'un écrivain. Je me refuse donc à réduire les bienfaits de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au recyclage de quelques chaînes neuronales ou à l'extension d'une zone cérébrale. Je pense que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est que la lecture et l'écriture ont fait de l'homme ce qu'il est. Elles le définissent et elles le distinguent. Et la seule réponse à la question posée aujourd'hui, pourquoi les enfants doivent-ils s'emparer de ce magnifique instrument? La seule réponse, c'est parce qu'ils sont des petits d'hommes, et pas simplement parce qu'ils doivent développer leur capacité cérébrale. Les transformations neurologiques ne sont qu'une réponse à une urgence existentielle. C'est à cette urgence que nous répondons contre la tentation de l'image omniprésente en leur offrant une lecture précise et audacieuse des textes les plus beaux et les plus justes, en les invitant à mettre en mots leurs pensées au plus juste aussi de leurs intentions. Ils sauront ainsi qu'ils sont une pensée en marche, nourris par tout ce qu'ils auront lu d'un autre et écrit eux-mêmes. C'est parce qu'ils seront, par la grâce de l'écrit, à la fois traceurs et tracés, et accent aigu, qu'ils pourront forger l'espoir de laisser par la lecture et par l'écriture quelque chose d'eux-mêmes qui leur survivra. À la question si essentielle, qui suis-je? Ils ne répondront pas, du moins je l'espère, je suis celui qui tue. Parce que la lecture et l'écriture, apprises avec soin, reçues avec émerveillement et pratiquées avec bonheur, leur auront offert une toute autre réponse, sans cesse renouvelée, sans cesse réaffirmée. Je suis pour l'autre, je suis par l'autre. Merci. Il y a une première question qui va dans le sens de l'écriture, qui est comment faire de l'écriture un outil de résistance dans un espace informationnel qui place au même niveau faits scientifiquement établis et assertions invérifiables. Donc comment faire de l'écriture cet outil de résistance dans ce nouvel espace informationnel? Je crois va y avoir un peu répondu dans cette intervention. Enfin, ce que j'ai voulu dire de façon très précise et ce qui m'importe vraiment, c'est que lecture et écriture sont indissociables. On n'apprend pas à lire puis à écrire. On n'apprend pas d'une part à lire et d'autre part à écrire. La lecture et l'écriture, c'est la même chose, parce que si on comprend que lire, c'est établir un équilibre entre le droit d'interpréter et le respect qu'on a pour l'auteur, évidemment, la question de l'écriture de l'auteur, pourquoi écrit-il ?
Il écrit parce que, justement, il a l'espoir que son esprit survivra à sa disparition. Et c'est cet espoir que nous recueillons, comme le dit Georges Steiner, c'est cet espoir que nous recueillons, et c'est cet espoir qui fait justement le respect que nous devons au texte et à l'auteur. Ne pas trahir, ni en laissant son imagination déborder et négliger complètement ce que dit l'auteur, ni non plus par une soumission trop forte qui fait que finalement, nous ne donnerons pas à l'auteur ce qu'il attend, c'est-à-dire de faire du sens avec ses mots à lui. Et donc, ce sont ces questions-là qui sont à l'œuvre et qui montrent à quel point lecture et écriture sont ensemble et que la pédagogie de la lecture et de l'écriture ne doivent jamais être distinguées. On lit ce que d'autres ont écrit. On écrit pour que quelqu'un nous lise. On n'écrit pas comme ça, ou parce que le maître a dit qu'il fallait écrire. Alors, il y a justement une autre question qui va dans ce sens, qui est comment faire progresser le jeune scripteur, donc le jeune enfant qui apprend à écrire et à affûter son écriture pour qu'elle transmette précisément ce qu'il souhaite exprimer. Donc, comment on accompagne avec bienveillance ces enfants qui font souvent des petits mots, des choses comme ça? Alors, d'abord, je ne sais pas ce que sont des petits, ce que sont des petits mots. Hein. Ça peut être court, ça peut être long. La vraie question, c'est la volonté d'être compris. Et le fin mot de l'histoire de la pédagogie de l'écriture, c'est faire comprendre à des élèves qu'ils écrivent pour quelqu'un. Et qu'à ce quelqu'un, ils doivent une volonté ferme d'être compris au plus juste de ses intentions. Donc, ils doivent lui donner quelque chose qui... Je pense à une anecdote qui m'est arrivée dans une classe. La maîtresse avait dit raconter une petite histoire. C'était en CE1, je crois, en fin de CE1. Et une élève écrit alors... ils l'ont vu, donc elle a écrit ça, et la maîtresse dit ça à ses élèves, ils l'ont vu, et puis ils l'ont suivi, et puis ils l'ont attrapé, et alors ils l'ont enfermé là-bas dedans, mais heureusement les autres ils l'ont su, ils sont venus la délivrer et ils l'ont épousée. Telle est l'écriture que le texte que proposait cet enfant. Est-ce qu'il faut dire à cet enfant, c'est formidable, merci beaucoup? Ou est-ce qu'il faut lui dire, tu sais, ce que tu as écrit là, ni moi, ni tes camarades ne sont capables de le comprendre. On ne peut pas te comprendre, mais ce n'est pas parce que tu es un imbécile, ça n'est pas parce que tu nous as joué un tour, c'est tout simplement parce que, effectivement, tu n'as pas pris soin de nous expliquer en te rendant compte que tu ne peux pas, que nous ne savons pas ce que tu vas nous dire. La clé de l'écriture, c'est de comprendre que celui à qui on adresse une ligne, un paragraphe ou un texte ne sait pas à l'avance ce qu'il y a dedans et que donc il est de notre devoir de lui apporter les choses. Quand on écrit des livres, on écrit tous ici des livres. Nous avons, enfin moi en tout cas, j'ai l'obsession de mon lecteur. Moi j'ai l'obsession de mon lecteur. Il est là tout le temps. Et je corrige, et je recorrige, et je change, et je me bagarre. Mais pour qui je me bagarre? Pour lui. Je me bats pour lui. Et ben je veux que les élèves se battent pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Vraiment, du point de vue pédagogique, pour le coup, il faut monter des ateliers d'écriture, mais pas des ateliers d'écriture voués à la simple expression. Des ateliers d'écriture où l'on va prendre en compte les besoins d'un autre, vérifier que ce qu'on a envoyé a été compris, ou au contraire,
qu'il y a des insuffisances, corriger en fonction de cela, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger l'élégance et la beauté. Ça veut dire simplement que l'élégance et la beauté ne peut pas être le seul but de l'écriture. Le but de l'écriture, c'est d'envoyer une pensée vers quelqu'un qui ne l'a pas encore. Oui. Oui. Il y a une autre question ? Je cherche dans les questions parce qu'effectivement, comme Michel Desmurger, malheureusement, n'a pas pu être parmi nous. Mais je veux bien répondre sur la... S'il y a une question sur les écrans, je veux bien. Alors, il y a des questions essayer, oui, sur en tout les cas, écrans. Remarquez, il y a une question qui est intéressante ici. D'après vous, quelles sont les pratiques enseignantes qui permettent le mieux de compenser les retards de développement du langage chez les enfants de 3 ans et plus ? Puisque le langage est aussi une façon de s'exprimer et de s'exprimer justement. C'est pas une question pour Michel Desmurger, mais vraiment pour moi, parce que cette question de la maîtrise du langage avant d'entrer dans l'écrit est une question essentielle. Il est clair que on ne peut pas imaginer aujourd'hui que l'école maternelle, par exemple, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, que l'école maternelle soit une antichambre, que ce soit un lieu de simple anticipation, que ce soit un lieu où on va s'entraîner frénétiquement à faire correspondre des graphèmes et des phonèmes pour qu'ensuite, arrivé au cours préparatoire, il soit quasiment aux portes de la lecture. Non. L'école maternelle, ça n'est pas ça. Ça n'est pas la propédeutique du cours préparatoire. L'école maternelle, c'est là où on va apprendre à maîtriser le langage oral. Parce que on sait aujourd'hui que plus la maîtrise du langage oral sera importante et satisfaisante, mieux un enfant rentrera dans la lecture et dans l'écriture. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement important, cette prise de conscience, c'est-à-dire comment marche le langage. Comment marche le langage et à quoi il sert. Il faut qu'en maternelle, et notamment en grande section d'école maternelle, on ait le souci de faire manipuler le langage par des enfants, faire découvrir, évidemment, les syllabes, etc., mais les mots, faire découvrir les mots, parce que l'enfant n'a pas conscience des mots avant d'entrer dans l'écrit. Il n'a pas conscience des mots, et donc il va avoir à découvrir que les mots segmentent le langage. Il va découvrir qu'ils s'assemblent au sein de phrases dans lesquelles ils s'organisent et que cette organisation permet de rendre compte d'expériences différentes. Quand le monde change, la phrase change. Quand la phrase change, le monde change. Et par conséquent, c'est ça qu'il faut mettre en place en grande section d'école maternelle. Et enfin, l'entraîner à comprendre les textes. Alors vous me direz, mais il ne sait pas lire. Mais bien sûr qu'il ne sait pas lire. Mais on va lui lire des textes. On va lui lire un texte et questionner ce texte avec lui. On va recueillir les interprétations de chacun. L'un aura imaginé quelque chose, l'autre autre chose. Et une fois tout cela rassemblé, on se posera la question de savoir si toutes ces interprétations-là respectent bien le texte. Et on fera le tri entre ce qui est juste interprétation, imagination acceptable, et puis d'autre part, trahison du texte, c'est-à-dire où j'ai compris autre chose que ce que l'auteur voulait. Donc, l'école maternelle, il faut vraiment la concevoir, et je pense qu'on va vers cela à l'heure actuelle, comme étant une école où on va travailler de façon très explicite sur le langage oral, de façon à ce que quand on va rentrer dans l'écrit et que l'écrit va nous faire apparaître justement ces différentes structures, alors on sera beaucoup plus à l'aise. Je n'ai pas mentionné la question du vocabulaire, mais la question du vocabulaire est fondamentale. Si la grande section d'école maternelle n'est pas capable aujourd'hui d'enrichir le vocabulaire de certains élèves,
alors ces élèves, quelle que soit la méthode de lecture, fût-elle syllabique, apprendront très mal à lire et à écrire. La richesse et la précision du vocabulaire est un élément clé de l'apprentissage de la lecture. Il ne faut pas accepter que certains enfants arrivent au cours préparatoire avec un vocabulaire tellement faible, tellement exsangue, qu'ils ne pourront pas comprendre les mots qu'ils déchiffrent. Voilà. Alors, il y a une question qui va faire le lien sans doute avec l'intervention de Grégoire Borst ensuite. C'est une question de Nicole, enseignante. Le passage du langage oral à la lecture et à l'écriture fait-il appel aux mêmes compétences et induit-il la même façon de penser, de se comprendre et réfléchir, quelle que soit la langue parlée ? Je vais vous répéter la question. Le passage du langage oral à la lecture et à l'écriture fait-il appel aux mêmes compétences et induit-il la même façon de penser, de se comprendre et de réfléchir, quelle que soit la langue parlée ? Alors, cette enseignante pose une question fondamentale. Je vous rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, Jean Foucambert, qui n'a pas dit que des bêtises, loin de là, avait dit par contre quelque chose avec lequel le linguiste ne peut pas être d'accord, c'est que la langue orale et la langue écrite, c'était deux langues étrangères. Non, la langue orale et la langue écrite ne sont pas deux langues étrangères. Mais la réalité de la différence entre la langue orale et la langue écrite dépend énormément de ce que certains enfants auront eu la chance d'apprendre en dehors de l'école. Et aussi bien au niveau du vocabulaire qu'au niveau de la syntaxe qu'ils vont retrouver sous la forme écrite n'a que très peu de choses à voir pour certains élèves avec la syntaxe qu'ils utilisent dans la langue orale. Souvent, ils utilisent une organisation parataxée, c'est-à-dire des mots qui se suivent les uns des autres du type « mon père, le vélo, le voisin y a volé ». Et ce qu'il trouvera dans son livre de lecture « Le voisin a volé le vélo de mon père » est quasiment, alors pour le coup, une langue étrangère du point de vue syntaxique. Et par conséquent, il faut bien comprendre, et c'est pour ça qu'il faut que, en grande section d'école maternelle, on se batte pour avoir une langue aussi proche que possible de celle qu'ils vont rencontrer à l'écrit. Ça ne sera jamais la même, évidemment, et les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes. Verba volant scripta manent. Quand c'est écrit, on a le temps, on revient. Les paroles. Donc ce qu'on va essayer de faire passer au niveau de l'oral, on le fera passer différemment au niveau de l'écrit. L'oral sera toujours plus, contrairement à ce qu'on peut penser, l'oral doit toujours être plus étayé que l'écrit, qui permet une relecture assez facile. Donc, de ce point de vue-là, différence, oui, mais du point de vue de structure, il est clair que la langue écrite est la fille préférée de la langue orale, du langage oral, bien entendu. Bien entendu. Une dernière question de Nicole, qui est enseignante également. Savoir lire et écrire permet de mieux réfléchir et structurer et formuler ses pensées, ses émotions et ses idées, et donc d'arriver à une forme de liberté. Est-ce que vous êtes en phase avec cette proposition ? Bien sûr, bien sûr. Liberté de penser. Liberté de penser, ça veut dire ne pas se soumettre. Ça veut dire être capable de dire non quand il faut dire non. Et non seulement de dire non, mais de dire pourquoi on dit non. Et donc, si je parle juste, que je lis juste et que j'écris juste, alors je serai beaucoup plus difficile à piéger et à manipuler. Et donc, quand on se bat pour la lecture et l'écriture, on se bat pour une pensée libre, affirmée
et qui refuse toute soumission, qu'elle soit politique ou confessionnelle. Et donc, il faut bien se mettre dans la tête que cette question du langage, c'est avant tout la question de la vigilance, c'est la question de pouvoir comprendre l'autre avec beaucoup de tolérance et d'ouverture, mais aussi avec beaucoup de vigilance. On ne me dira pas, on ne me fera pas croire n'importe quoi. Quand on voit aujourd'hui à quel point nos enfants sont soumis à des tentations complotistes, à des tentations perverties du point de vue spirituel, on se rend compte à quel point on a intérêt à leur donner une lecture solide et une écriture forte.